j'ai vécu de l'intérieur comment on transforme une administration d'État en société marchande ou en société anonyme. Et donc moi je suis rentré à la Poste en 83, mais avant que je rentre, déjà, en 1974, il y avait un projet de séparer les deux entités, les PTT, donc faire deux entités, une entité télécommunication et puis une entité courrier. Et puis ils sont revenus en 78 avec un certain Alain Minck, qui avait un projet aussi de scinder les PTT, de faire deux entités. Et moi je rentre en 83, donc je passe un cocon, je me retrouve à Paris, et là à l'époque c'est la gauche qui est au pouvoir. François Mitterrand, Alain Mexando est ministre des PTT, et il y a un rapport qui sort, le rapport Chevalier. Et quand il y a un rapport qui sort, ça sent toujours le pâté, on va dire. Et là, c'était la même chose, on veut séparer les deux entités, c'est-à-dire on va séparer les télécommunications, parce que là, il y a du fric à se faire, et puis tout ce qui est jaune, ben, vous savez, les guichets, les facteurs, tout ça, c'est la poste du passé, c'est pas rentable, on n'en veut pas. Par contre, on a du fric à se faire avec les télécoms, avec l'informatique, avec l'espace. Donc il y a déjà cette idée-là. Et donc après, ça se corse, et là, je vais vous montrer des portraits que vous connaissez peut-être, ou que vous avez rencontrés, des personnalités politiques, parce que c'est bien quand il se passe des choses comme ça, il faut montrer les gens comment ça s'est passé, et il y a des responsables à ce qui s'est passé justement au PTT, qui est devenu deux entités, parce que je rappelle quand même que les PTT, ce qui s'est passé là, c'était le laboratoire de ce qui va se passer par la suite dans d'autres services publics, et ce qu'on connaît actuellement dans l'éducation nationale ou l'hôpital. C'est vraiment, ils ont testé, ils ont pris une administration d'État où il y avait 450 000 personnes, où il y a un fort attachement populaire, parce que les PTT, tout le monde connaissait, enfin tout le monde connaissait son facteur, les facteurs, il y avait un contact avec la population, il y avait, on va dire, le film Jour de fête avec Jacques Tati, le facteur, il y a un côté populaire, il y a la lettre au Père Noël, il y a le calendrier, enfin la poste a rythmé nos vies, c'était le papier peint, enfin, tout le monde, et donc ils y sont allés tranquillement, et avec beaucoup de duplicité. Donc je vais vous montrer le premier homme politique qui a mis les mains dans l'engrenage, vous le connaissez ? Gérard Longuet, en 1987, il est en 86, vous savez, il y a un changement c'est Jacques Chirac qui est Premier ministre, et pour la première fois, des députés, pas pour la première fois, sous la Ve République, il y a des députés du Rassemblement National, du Front National qui rentrent à l'Assemblée Nationale. Et ce monsieur, il est ministre délégué des Postes et Télécommunications, et il tente de changer le statut. On est en 87, mais il va faire machine arrière parce qu'en 88, il y a l'élection présidentielle, la deuxième élection présidentielle avec François Mitterrand. Mais il est déjà là, ce certain Gérard Longuet, que je connais un petit peu, mais il est terrible. Et donc en avril 89, François Mitterrand est élu, et nous avons encore un rapport de monsieur Hubert Prévost, qui est un ancien secrétaire confédéral de la CFDT et membre du Parti socialiste. Alors, vous allez remarquer, quand je mets un petit liseré rose, c'est un socialiste, et quand c'est un liseré bleu, c'est à droite. C'est pour qu'il y ait une différence, quand même, que vous puissiez différencier les politiques entre elles. Et donc, il dit tout simplement, il évoque un service public à vocation industrielle et commerciale qui ne peut ignorer les lois du marché. Hubert Prévost, qui un deuxième rapport. Celui-là, vous le connaissez ? Voilà. C'est lui le ministre qui laisse en 89, donc c'est lui qui a commandé le rapport, et qui dit le statu quo n'est pas possible dans la mesure où il se traduirait par un déclin inéluctable et par l'abandon du service public. C'est-à-dire que si on veut garder le service public, il faut le détruire. Voilà, c'est ce que nous dit Paul Quilles en avril 89. Hubert Prévost qui revient et qui dit, je vais me mettre là peut-être parce que là ça va trop résonner, là ça résonne moins. Et donc là voilà, il travaille le rapport, il préconise deux personnes morales de droit public, l'une pour la Poste et l'autre pour France Télécom, et ouvre la porte à une modification du statut des PTT. Lionel Jospin, un ancien voisin d'ici, que tout le monde connaît, parce que Lionel, peut-être Saint-Gavel, tu le connais bien, Lionel. Mais Lionel Jospin, il est ministre de l'Éducation nationale à l'époque, et il se déclare hostile aux propositions du rapport Prévost. Lionel Jospin dit non, je ne suis pas d'accord avec ce que vous préconisez au sein du gouvernement.
À août 89, il revient. Enfin, il est député de la Meuse. Donc je le connais parce que je suis originaire de la Meuse. Hein. Je l'ai vu débarquer en 78, Longuet, et il est toujours en Meuse. Il a été sénateur il n'y a encore pas très longtemps. Il a été ministre, il a été parti du mouvement d'extrême droite Occident en 68, il a été condamné. Il a participé au programme économique du Front National en 1973. Donc c'est une pointure quand même. Et donc lui, il trouve que le rapport Prévost, c'est un travail remarquable. Remarquable ce qu'a fait le rapport Prévost dans le gouvernement de ce monsieur, que vous connaissez aussi, Michel Rocard. Premier ministre répond aux détracteurs du rapport, donc il répond à Lionel Jospin. Il n'y a pas de pire menace que le statu quo destructeur. Si on ne fait rien pour la Poste, dans 10 ans, ça sera la sidérurgie. Et la sidérurgie, ça fait un écho quand même. Ça fait un écho parce qu'ils l'ont liquidé, la sidérurgie. Liquidé justement en Lorraine. Et qui c'est qui a fait cette basse œuvre ? C'est les socialistes quand ils sont arrivés au pouvoir, parce que c'était compliqué. Donc ils ont liquidé la sidérurgie, donc il fait peur aux gens. Attendez, si vous ne faites pas ça, on va droit au désastre. Et donc arrive ce qui devait arriver. En 1990, l'Assemblée nationale vote majoritairement le changement du statut. Ils deviennent 2 établissements autonomes de droit public, des EADP. Un truc qui ne veut rien dire, c'est un truc provisoire, c'est pas un EPIC. Et quand on posait la question, parce que j'y bossais, c'est quoi un EADP ? Et on sentait que derrière, ils allaient aller plus loin. C'était juste pour calmer. Je rappelle juste le vote qu'à l'époque, sur les 284 voix, les 272 élus PS ont voté pour, et les 26 députés communistes ont voté contre. Ça, voilà. Donc, il y a 2 entités. Lionel Jospin, mai 95, on resitue mai 95. Lionel Jospin est candidat à l'élection présidentielle face à Jacques Chirac. Donc c'est en pleine campagne. Lionel Jospin, premier secrétaire du Parti socialiste, il signe une pétition du syndicat Sud contre la privatisation de France Télécom. Sud, solidaire, unitaire et démocratique, c'est un syndicat qui s'est créé en 88, 89, même décembre 88. C'est une scission de la CFDT. Ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Ils ne sont pas d'accord avec Edmond Maire, qui Edmond Maire va accompagner, la CFDT accompagne complètement cette modification de statut, et il va les traiter de moutons noirs. Et ils vont créer ce syndicat qui va s'opposer, et qui s'oppose toujours, et qui du coup a fait des petits dans beaucoup Sud Éducation, Sud Énergie, Sud Rail, mais à l'origine c'est une scission de la CFDT qui a réussi, et qui vient de la CFDT qui était à la Poste. Donc Lionel Jospin en pleine campagne, il est contre la privatisation. Donc là, nous avons un nouveau ministre, Fillon. Juin 96, c'est Jacques Chirac qui est président de la République, 95. Et lui, ce qu'il préconise, fait voter la loi abolissant le monopole de France Télécom. Et 6 mois plus tard, France Télécom devient une société anonyme. On était passé de l'administration d'État, un EADP, et là, société anonyme. Et là, vous avez un autre personnage qui rentre en jeu, que vous connaissez également. Ouais. Alors Dominique Strauss-Kahn, lui, c'est le programme électoral en mai 97. Vous savez, Jacques Chirac a dissous l'Assemblée nationale pour avoir une plus grande majorité, une majorité qui n'était pas suffisante. Il dissout. Et là, les socialistes sont en pleine campagne. Et Dominique Strauss-Kahn, il dit, parce qu'il y a mission de service public, les socialistes souhaitent que France Télécom reste avec un capital à 100% public. C'est ambigu, parce qu'il reste avec un capital à 100% public. Il ne revient pas sur le fait qu'ils ont ouvert le capital. Il ne revient pas à vouloir renationaliser la Poste. Non. Ok, il faut que le capital reste 100% public. Et ça, on le sait à chaque fois quand il parle de 100% public. On sait que petit à petit, ça va être grignoté, les 10%, 20%, puis après on n'est plus majoritaire. C'est ce qui se passe dans beaucoup d'établissements publics. EDF, GDF, c'était le cas. Donc voilà ce que dit Dominique Strauss-Kahn. Lionel Jospin, Premier ministre, octobre 97, le gouvernement de M. Lionel Jospin fait entrer France Télécom en bourse. Donc voilà, ça c'est fait, France Télécom rentre en bourse, les 100% publics, tout ça c'est fini, ça rentre en bourse. Et donc ils vont a été nommé à la tête de cette... je vous montre aussi ce personnage, que vous connaissez moins. Mr. Boone, Michel Bon, président de France Télécom. En 1995, il va être démis de ses fonctions en 2002, qui va réussir l'exploit quand même de transformer France Télécom
la société avec le plus grand déficit mondial. Je crois qu'il va y avoir 70 milliards de dettes, parce qu'ils vont partir dans des acquisitions à tout crin. Ils vont y aller, ils vont y aller, ils vont y aller. Ils vont même acheter une petite société qui s'appelle Orange en Angleterre, après ils prendront le nom de Orange, mais il va dépenser, il va y avoir le krach boursier, et donc 70 milliards de dettes, et là c'est impossible de supporter, et c'est l'État qui va venir au secours. Et moi je me souviens à l'époque, les copains qui étaient à France Télécom me disaient c'est génial et tout, vous les postiers, moi j'étais un postier jaune, vous êtes un peu le passé, nous on est dans la modernité, et donc quand ils ont ouvert le capital au personnel, et c'est comme ça qu'on achète les consciences, ils se sont rués sur l'achat des actions, parce que comme vous étiez personnel de France Télécom, vous pouviez acheter une action à prix très très intéressant, et vous aviez une action gratuite. Donc ils ont acheté, il y a une part pour le personnel. Et c'est vrai qu'à l'époque, l'action était à 27,75 €, ce qui fait à peu près 180 francs. Et ils ont acheté. Elle est montée au plus haut, à l'époque, à 1200 francs. Vous vous rendez compte, vous achetez à 180 francs, ça monte à 1200 francs. Moi, à l'époque, les copains ils me disaient, ils en avaient acheté pas mal, je peux m'acheter une maison. Je peux m'acheter une maison avec les actions France Télécom. Donc du coup, en achetant l'action France Télécom, tu valides la politique qui est imposée. Ce manque de bol, avec Mr. Bond qui est liquidé, il y a un krach boursier, l'action s'écroule complètement, et elle descend en septembre 2002, 5 ans moins 1 mois, à 6,94 €. Largement en dessous du cours d'acquisition, elle perd 97% de sa valeur en 30 mois. Comme quoi la bourse est vraiment très très fluctuante. C'est-à-dire, c'est important, parce qu'en général, quand vous investissez dans un compte épargne entreprise, vous avez l'obligation de garder vos souscriptions 5 ans. Vous ne pouvez pas revendre avant. Si vous revendez, vous perdez tous vos avantages. Vous perdez la gratuité, vous perdez les prix. Là, le cours se casse la figure, 5 ans moins 1 mois. C'est-à-dire que tous les gens qui ont acheté, ils ne pouvaient pas vendre. Donc ils se retrouvent en ayant acheté, alors, eux ils ont peut-être acheté moins cher, mais bon, le public qui a acheté, il y en a qui l'ont acheté à 27 €, mais il y en a qui l'ont acheté à 219. Et j'ai regardé le cours de l'action Orange aujourd'hui, 10 €. L'action est à 10 € aujourd'hui, elle a été introduite à 27,75 € en octobre 97. Et puis pour finir ma petite galerie de portraits, je vais vous montrer cette personne que vous connaissez. Oh. Ah oui, par qui le malheur est arrivé. Comment il s'appelle? Ah bah c'est le dernier là, ouais. C'est celui Didier Lombard. Pardon, Didier Lombard. Alors, il ne remplace pas tout de suite Michel Bon, il arrive en 2005. Entre les deux, il y en a un qui va arriver, mais qui était ministre à l'époque, c'est Thierry Breton. On le connaît toujours parce qu'il est commissaire européen. Mais Didier Lombard, il va se retrouver avec une mission. Vous avez 22 000 personnes à mettre dehors. 22 000 personnes à mettre dehors. En face de lui, il y a des fonctionnaires. par la porte ou par la fenêtre. Alors justement, c'est lui qui va citer ça. Je ferai les départs d'une façon ou d'une autre, par la fenêtre ou par la porte. La pêche au moule, c'est fini. Et donc, il va contraindre les gens. Comme il est en face des fonds, il ne peut pas faire de plan social, un plan de licenciement, il n'y a pas d'argent. Donc, il va y avoir un management, dégueulasse, quoi, je veux dire, plus que dégueulasse. Et il va se passer, ce qui est terrible, c'est qu'entre 2007 et 2009, il va y avoir 60 suicides rien qu'à Orange. 60 suicides. Sans parler de toutes les personnes qui vont péter les plombs, enfin bref. Et donc, il va avoir la Légion d'honneur. Je rappelle que cet homme a eu la Légion d'honneur en 2007. Et après, il a été recasé, parce que 2005, il va quitter en 2009, je crois, il va quitter sa fonction en 2009. Et pour la première fois, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une plainte déposée contre lui pour harcèlement moral en 2012. Et il sera jugé en 2019. Et il sera condamné, c'est la première fois qu'un patron du CAC 40, comme on dit, va être condamné à 1 an de prison avec sursis, dont 3 fermes. Il fera appel pour avoir 1 an de prison avec sursis. Pour ce qu'il a fait. Et donc c'est ce fameux Didier Lombard, donc vous avez entendu parler de ce qui s'est passé à Orange. Donc après ils ont revu la politique, mais voilà jusqu'où ils sont allés, couverts par les politiques de l'époque. C'est pour ça qu'il est important quand même de montrer qui était au pouvoir, parce qu'on peut dire, oui, il y a des suicides, mais derrière, c'est bien une politique qui a été mise en place. Suite à la casse d'un service public que les gens il y avait un attachement, et puis après, voilà ce qui s'est passé, jusqu'où ils sont allés pour justement privatiser
et récupérer, enfin mettre en bourse un des fleurons des télécommunications, parce que les télécommunications, il y a un investissement public qui a été fort, hein, je veux dire, comment les réseaux, on voit bien avec les antennes, tout ça, c'est le service public qui a mis en place, on dit toujours c'est l'opérateur historique, oui, c'est l'État qui investit, et après l'argent que se font les télécommunications, enfin tout ce qui arrivait avec Free, SFR, Bouygues et la Poste. Voilà, rapidement, je voulais vous montrer ça parce que ça me tenait à cœur. Et puis, je l'ai vécu de l'intérieur, mais moi, j'ai quitté les PTT en 99 parce que je voulais plus subir, même si c'était la Poste, j'étais dans un service commercial et j'en avais marre de courir après pour rien, quoi. Et donc, j'ai préféré partir dans un autre service public qui s'appelle l'Éducation nationale. Mais ça allait un peu mieux, mais je suis arrivé au CNED et tout ça, et on retrouve les mêmes politiques, les mêmes managements qui arrivent.